Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez les gars, ça va nickel. Petit café avant de commencer la vidéo, voilà, histoire d'être bien au taquet. Troisième vidéo en un mois, c'est le monde à l'envers, je sais pas ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. Écoutez, la vibe de l'euro, ça me retourne le cerveau, c'est trop bien. Et moi, je me suis pas mal régalé, hein, à part peut-être les matchs de l'équipe de France et de l'Angleterre, où là, vaut mieux prendre 2-3 aspirines avant de les regarder. En tout cas, ce qu'on a vu pour le moment, écoutez, moi, ça me va. Certains pays nous ont déjà surpris, d'autres peut-être nous ont déçus, mais une chose est sûre, cet Euro 2024 est déjà rempli de belles histoires qui vont venir s'ajouter au lourd passé de la Coupe d'Europe des Nations. Oui, c'est l'ancien nom de l'euro, mais ça, bon, tu le sauras qu'à la fin de la vidéo. Bref, je crois que c'est l'heure d'aller chercher des anecdotes sur chacun des participants de l'euro, même s'il y en a qui sont déjà éliminés. On commence la vidéo avec l'Allemagne. C'est le premier pays par ordre alphabétique, mais pas que. Écoutez-moi bien, c'est le pays ultime niveau record de l'euro. Ils ont quasiment tous les records, qu'ils soient positifs ou négatifs. Depuis qu'ils se sont qualifiés pour leur tout premier euro, ils ont plus jamais raté la compétition. Ils en ont donc disputé 14, plus que n'importe quel autre pays. C'est eux aussi qui en ont gagné le plus avec l'Espagne. C'est eux qui ont fait le plus de finales consécutives, le plus de finales perdues, le plus de demi-finales, le plus de matchs joués, le plus de matchs gagnés, le plus haut pourcentage de victoires, le plus de buts marqués et aussi le plus de buts encaissés. Ils ont tout. L'Albanie, on va pas se mentir, c'était pas le pays le plus facile pour vous trouver des histoires. C'est seulement leur deuxième participation après l'Euro 2016 et malgré tout, ils ont déjà réussi à péter un record. 23 secondes de jeu, c'est le premier pays à marquer un but en moins d'une minute lors d'un euro. C'est très rapide, mais pas autant que le partenaire de cette vidéo. Avec CyberGhost VPN, en quelques secondes, vous pouvez changer de pays à l'infini pour localiser vos appareils sur toute la planète. Ça te permet de naviguer sur internet de façon sécurisée, mais aussi d'aller regarder les programmes qui sont pas forcément disponibles dans ton pays. Typiquement, là pour l'euro, si tu veux regarder tous les matchs gratuitement, ben localise-toi en Belgique. Sinon, ça fonctionne aussi avec plus de 35 plateformes de streaming, et vu que CyberGhost, ils sont présents dans 100 pays différents, tu pourras choper à peu près tous les programmes sur Netflix, Disney+, Amazon Prime et compagnie. C'est dispo sur votre ordinateur, votre téléphone, votre télé connectée et même sur votre console. Et avec un abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils simultanément. Bref, si tu veux rejoindre les 38 millions d'utilisateurs qui l'utilisent déjà, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Il y a même une offre spéciale grâce à laquelle vous obtenez 83% de réduction et 4 mois offerts sur votre abonnement. Et si ça vous convient pas, vous avez 45 jours pour l'annuler. Merci à eux de soutenir la chaîne et nous, on passe au pays suivant. Des pays qui ont remporté l'euro, il y en a plein. Mais il y en a un qui a tout fait pour le remporter et qui ne l'a jamais gagné. C'est les Anglais. Et 0 victoire dans un euro, ça mérite largement un best-of de leurs meilleures éliminations. En 88, ils se qualifient pour l'euro sans perdre le moindre match. Ils arrivent en confiance, 3 défaites en 3 matchs, ils finissent dernier du groupe, ils sont éliminés. 4 ans plus tard, Euro 92, rebelote. Ils arrivent en confiance sans perdre le moindre match, ils sortent 2-0-0 et ils perdent le match décisif contre la Suède, à nouveau éliminés en poule. En 96, ils jouent à domicile, c'est mieux et toute l'Angleterre y croit, ça y est, ils arrivent jusqu'en demi-finale et ils perdent face aux Allemands au tir au but. En 2000, lors du premier match, ils mènent 2-0 face aux Portugais. Ils se démerdent pour perdre le match 3-2. Ils mènent 2-1 face à la Roumanie. Ils perdent 3-2. Ils passent pas les poules. En 2004, ils sont éliminés en quart de finale face au Portugal après avoir mené pendant 80 minutes. Voilà, ils perdent au penalty à cause d'un tir au but de David Beckham clairement sur la lune. En 2008, ils se qualifient même pas pour l'euro. En 2012, ils perdent encore au penalty face à l'Italie en quart de finale. En 2016, ils sont éliminés en 8ème par l'Islande qui joue son tout premier euro. Et en 2021, bien sûr, ils perdent en finale encore au tir au but. Alors je sais pas comment va finir cet euro, mais honnêtement là, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est effrayant hein, pour l'équipe qui, je le rappelle, est donnée favorite par tous les bookmakers. L'Autriche, les amis, c'est une histoire hallucinante. Cette année, ils ont terminé premier du groupe devant la France et les Pays-Bas. C'est fort. Mais il y a 15 ans, c'était pas tout à fait la même Autriche. En 2008, l'euro est organisé en Suisse et en Autriche. Et grâce à ça, ils sont qualifiés directement pour l'euro sans avoir à passer par les phases de qualification. Et là, vous vous dites que forcément, les fans, ils doivent être super contents d'enfin voir leur pays disputer la compétition. Pas du tout. L'Autriche, avant l'Euro 2008, c'est 16 matchs amicaux, seulement 3 victoires sur les 16 matchs, dont une face à Malte. Les supporters autrichiens sont désespérés, alors ils lancent une pétition pour que l'Autriche ne dispute pas la compétition et laisse sa place à une meilleure équipe. Ils avaient le syndrome de l'imposteur. La pétition récolte rapidement 10 000 signatures et la fédération autrichienne va même jusqu'à attaquer le gars qui a lancé la pétition. Ils iront finalement bien à l'Euro et ils seront éliminés dès le premier tour avec un seul petit point. Comme quoi, les fans, voilà, ils savaient pas forcément tort.
Est-ce que vous savez que la Belgique, c'est un des seuls pays à avoir terminé 3ème dans un euro? Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il n'y a pas de petite finale à l'euro, contrairement à la Coupe du Monde. Mais avant 1984, il y en avait bien une, qu'ils ont enlevée parce que vas-y, en vrai, ça sert à rien du tout, on se rappelle jamais des petites finales. Et donc les Belges sont un des seuls pays à avoir fini 3ème de l'euro, hein. Au total ils sont 5. Et voilà, l'histoire s'arrête là, c'est pas la plus utile, je vous l'accorde. La Croatie, bon déjà, petit message pour les féliciter parce que ce qu'ils font, c'est juste exceptionnel par rapport à la taille du pays. Ils arrivent à nous pendre souvent quand même des performances incroyables au niveau international. Et ces exploits, forcément, ça fait la fierté de tous les Croates. D'ailleurs, quand on les regarde de plus près, on s'aperçoit qu'ils portent souvent ça sur leur tête. Ce truc là, c'est un casque de water polo. Les Croates, ils kiffent le water polo. Une discipline où ils sont d'ailleurs assez forts au point que c'est devenu le symbole des supporters, même pour aller supporter l'équipe de football. Et c'est allé encore plus loin. Lors de l'Euro 2016, Vedran Korluka reçoit un coup à la tête lors du match d'ouverture de son équipe face à la Turquie. Et pour le deuxième match, au lieu de mettre un bandage normal, il a mis un casque de water polo pour jouer. Malheureusement, voilà, il y a tout Twitter qui s'est foutu de sa gueule, mais quand même le symbole est fort. Comment parler du Danemark sans évoquer l'Euro 1992? Cette année-là, la compétition se passe en Suède, toutes les équipes se préparent et 10 jours avant le premier match, la Yougoslavie est exclue de la compétition à cause des conflits armés qui se déroulent sur son territoire. Et là, c'est un petit peu la merde pour l'UEFA qui, à 10 jours de la compétition, il lui manque un pays dans son tournoi. Il décide donc de prendre l'équipe qui a fini deuxième derrière la Yougoslavie, le Danemark. Sauf que tous les Danois, là, ils sont en vacances, hein, donc le sélectionneur les rappelle en vitesse et ils reviennent presque tous hyper vite. Sauf le meilleur joueur de l'équipe, Michael Laudrup. Lui, il décide de rester en vacances parce qu'il sait que le Danemark n'a aucune chance. Déjà, ils ont beaucoup moins de préparation et ils tombent dans un groupe, les gars. Avec la France de Cantona et Papin, l'Angleterre de Lineker et la Suède qui joue à domicile. Tout le monde est d'accord sur un point, ils vont se faire détruire. Les Danois se font tellement terminer qu'ils vont débarquer en touristes. Ils s'entraînent quand même un peu, mais ils passent clairement la plupart de leur temps à la piscine de l'hôtel, à boire des bières. Ils font les cons dans un toboggan, ils vont manger McDo le soir. Après voilà, ils jouent les matchs sérieusement. Mais personne n'y croit. Ils ont fini par gagner l'Euro. C'est bon pour vous, alors qu'ils étaient même pas qualifiés pour le jouer. Ils ont battu les Pays-Bas champions d'Europe en titre en demi-finale et l'Allemagne championne du monde 2 ans plus tôt en finale. En termes d'exploit, je pense qu'on est sur le plus grand de l'histoire de la compétition. Et histoire dans l'histoire, lui c'est Kim Vilfort, milieu offensif de l'équipe danoise, qui a fait des allers-retours pendant toute la compétition entre la Suède et le Danemark pour aller voir sa fille qui était gravement malade. Elle était atteinte d'une leucémie en phase terminale malheureusement. Et c'est lui qui marque le but de la victoire en finale quelques jours seulement avant le décès de sa fille. Parfois voilà, il y a des coïncidences, je sais même pas quoi dire. Cette année, l'Écosse, c'est le seul pays du Royaume-Uni à être présent à l'Euro avec les Anglais. Mais pourquoi en fait ils jouent pas ensemble? Le Royaume-Uni c'est un pays, il pourrait avoir qu'une seule équipe de foot. Tu regroupes les Anglais avec les Écossais, les Gallois et les Nord-Irlandais, et ça fait une équipe qui fait très peur, hein. T'ajoutes des Robertson, des Gareth Bale à l'équipe déjà anglaise qui est déjà folle. Mais non, parce que ça les intéresse pas en fait. Les équipes de foot de Grande-Bretagne, elles étaient là avant la FIFA et l'UEFA. Donc avant toutes les grandes compétitions internationales. Et quand elles finissent par arriver, personne veut qu'ils se réunissent, hein, sinon ils seraient beaucoup trop forts. Donc ça reste comme ça, et depuis, ça a pas bougé. Ce qui est assez étrange quand même, c'est que pour les Jeux Olympiques, le Royaume-Uni c'est un seul pays, il n'y a pas chaque nation séparément. Ça marche pour toutes les épreuves, sauf pour le foot. En 2012, lors des Jeux Olympiques de Londres, ils ont dû faire une équipe de foot unifiée du coup. Sauf que l'équipe était quasiment constituée que d'anglais parce que les autres pays ont refusé par peur de perdre leur identité. Le foot c'est trop puissant. Avec l'Espagne, on aurait clairement pu revenir sur l'Euro 2008 ou l'Euro 2012, l'époque où ils fracassaient tout le monde. Mais voilà, c'est vu et revu. On va parler plutôt de l'Euro 1960, que je pense personne n'a vu. C'est la toute première édition. En 8ème de finale face à la Pologne, l'Espagne se qualifie avec une génération dorée, ils sont remplis de ballons d'or. C'est l'époque notamment de Di Stefano. Et en quart de finale, l'affiche c'est URSS, Espagne. Le fascisme contre le communisme. Une affiche qui sur le papier, voilà, promet, parce que les enjeux de ce match, ils vont bien au-delà du sport. Sauf qu'il n'y aura jamais de match. Le général Franco s'oppose totalement à cette confrontation. Forfait espagnol à l'aller, forfait espagnol au retour. L'URSS se qualifie et ira remporter l'Euro. Et l'histoire fait bien les choses puisque 4 ans plus tard, à l'Euro 64, la finale c'est URSS-Espagne. Cette fois-ci le match se déroule bien et c'est l'Espagne qui ira remporter la compétition. L'équipe de France à l'Euro s'est remplie de plein d'anecdotes. J'aurais pu en choisir une plutôt glorieuse. Mais vous me connaissez, je préfère quand c'est bien drôle. Donc on parlera pas du record de Platini, ni de l'Euro 2000 ou de l'Euro 2016. Nous, on va aller
À l'Euro 2008, le groupe des Bleus est corsé, hein. Il y a l'Italie et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils déchirent tout le monde. Et en gros, le dernier match, c'est Italie-France. Et le vainqueur du match va en 8ème, l'autre est éliminé. Et la période est plutôt sombre pour les Bleus, hein. Domenech sur le banc, Lilian Thuram carrément il choisit de pas disputer le dernier match, Patrick Vieira est blessé, Thierry Henry est en perte de confiance. Ça sent quand même pas très bon. Non-match total de la part des Français, éliminé, ils perdent 2-0. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Raymond Domenech, qui avant même le match était déjà élu pire sélectionneur de cette édition de l'Euro par le magazine The Times, se pointe en conférence de presse et déclare: j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Estelle, c'est Estelle Denis, sa compagne. Et il la demande en mariage après une élimination clownesque pendant l'Euro. En vrai, cette histoire, tout le monde la connaît. Mais il s'est passé quoi ensuite? Parce que ça, on le raconte jamais. Bon, alors déjà, à ce moment-là, Estelle Denis, elle anime l'émission 100% foot. Où honnêtement, tous les chroniqueurs autour de la table défoncent Domenech. La soirée a dû être horrible pour elle, hein. Tout le monde en train de défoncer ton mari qui vient te demander en mariage alors que l'équipe de France, c'est un fiasco total. Le tout devant 13 millions de personnes à la télé. Et toi, eh ben, tu dois faire ton taf et parler de tout ça, quoi. Elle a clairement ignoré la demande pendant l'émission. Et au final, ils se sont jamais mariés. Ils ont eu 2 enfants quand même et ils se sont séparés en 2020. Il admettra quelques années plus tard que c'était une erreur de communication. Sacré Raymond. La Géorgie, c'est clairement la plus petite équipe de l'Euro. Il y a 10 ans, au classement FIFA, ils étaient quand même derrière des pays comme Saint-Vincent et les Grenadines. J'ai rien contre eux, vraiment, avec tout le respect, mais quand même. Et cette année, ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à se qualifier pour l'Euro en ayant fini 4ème de leur groupe. Derrière, par exemple, la Norvège, qui est 3ème, et qui, voilà, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo de Haaland à Marbella, n'est pas du tout à l'Euro. Alors pourquoi ils sont là? C'est juste parce que personne connaît les règles de la Ligue des Nations. Est-ce que tu sais les règles de la Ligue des Nations? Le coach il a dit mais je comprends rien. Une compétition qui offre des places pour l'Euro et la Géorgie a réussi à éliminer le Luxembourg et la Grèce au pénalty pour s'offrir le droit de rêver cet été. Et dernière anecdote, Cristiano Ronaldo a marqué 2 fois plus de buts pour sa sélection que tout l'effectif de la Géorgie réuni. Je trouve ça dingue. Un jour à l'Euro, il y a eu une dinguerie dont on ne parle vraiment pas assez. Et ça concerne nos amis italiens. Ils ont gagné 2 fois l'Euro, le dernier en 2021 et l'autre c'était en 1968. Et l'Euro en 1968, ça n'a rien à voir avec l'Euro en 2024. À l'époque, la compétition dure 5 jours au lieu de 1 mois. C'est très rapide, mais en même temps, il n'y a que 4 équipes, hein. La phase finale, elle démarre que en demi-finale. On a donc cette année-là l'URSS qui affronte l'Italie et la Yougoslavie qui affronte l'Angleterre. La Yougoslavie tape l'Angleterre, file en finale, et nous on va se pencher un petit peu sur ce qui s'est passé dans l'autre match. À la 5ème minute, il y a un Italien qui se blesse, sauf que à cette époque-là, il n'y a pas de changement. Donc l'Italie joue à 10 contre 11 pendant toute la rencontre. À 10, ils arrivent quand même à résister, 0-0 score final, personne ne marque en prolongation, donc les deux équipes vont aller jouer une séance de tir au but pour se départager. Pas du tout. La séance de tir au but n'existe pas non plus. Match nul, l'arbitre va tirer à pile ou face le vainqueur du match dans les vestiaires, et c'est l'Italie qui va choisir le bon côté de la pièce et qui va se qualifier pour la finale. La chatte, il a la chatte. Et en finale, les Italiens ils font chier, il y a match nul. Du coup, le tirage au sort. Ah non, il n'y a pas de tirage au sort en finale parce que voilà, ils voulaient rejouer la finale. Donc il la rejoue quelques jours plus tard. Et cette fois, c'est bien l'Italie qui gagne sur le terrain. C'est quand même un peu le bordel, les règles de l'Euro à l'ancienne. La Hongrie, j'ai toujours un petit faible pour eux parce que à chaque tournoi, ils arrivent à me surprendre avec un joueur là, on se demande d'où il sort. Cette année, c'est Martin Adams qui a fait sensation lorsqu'il est entré en jeu, hein, avec son physique un petit peu atypique pour un joueur de foot. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et ça lui a permis, juste en quelques jours là, de doubler son nombre d'abonnés sur Instagram. En 2016, pareil, si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez qu'il y avait Gabor Kirali, le gardien hongrois et son célèbre survêtement. Lui, honnêtement, je sais pas s'il a Instagram, mais en tout cas, il a battu un record, celui du joueur le plus vieux à avoir joué un Euro à 40 ans et 86 jours. Pour les Pays-Bas, on était obligé de parler de l'Euro 1988. Rien que leur maillot déjà, il est iconique, hein, ça explique pourquoi il est dans mon fond sur quasiment toutes mes vidéos. Mais ce qui est fou, c'est la construction de la victoire néerlandaise. Marco van Basten, déjà, il sort d'une saison ultra compliquée avec le Milan AC, hein, quasiment blessé pendant toute l'année. Donc arrivé à l'Euro, on le met logiquement sur le banc des remplaçants. Ça, c'était au premier match, parce qu'au deuxième match, on lui donne sa chance. Triplé contre l'Angleterre. Il marque aussi en demi-finale et en finale avec une reprise de volée légendaire. Il gagne le ballon d'or à la fin de l'année. Histoire de fou, mais c'est pas tout. Parce que cette année-là, les joueurs néerlandais, ils sont en mission. Pour gagner l'Euro, oui, c'est sûr, mais pour se venger des Allemands,
là ils étaient bouillants. Ils doivent gagner face aux Allemands en demi-finale pour venger la génération de Cruyff qui avait perdu la finale de la Coupe du Monde en 1974. En termes de rivalité Allemagne-Pays-Bas, on est au top, il y a souvent des bagarres dans tous les matchs, il y a plein de Néerlandais qui n'ont toujours pas accepté ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, alors ils tiennent leur revanche, ils finissent par gagner grâce à ce bon vieux Marco van Basten, et à la fin du match, Ronald Koeman récupère en toute discrétion le maillot d'Olaf Thon, et il se pointe devant le public allemand, et voilà ce qu'il fait. Je laisse la photo de 3 secondes, voilà, j'ai pas besoin de décrire. Le tout premier but polonais lors d'un Euro a été marqué par un Brésilien. Un Brésilien à l'Euro, vous voyez déjà qu'il y a un souci. Lui, c'est Roger Guerreiro, un footballeur brésilien qui est né à Sao Paulo, qui a fait quasiment toute sa carrière là-bas et qui un jour est transféré à Varsovie. Olesia, il est super bon, il est apprécié des fans et après 2 saisons, il se dit tiens, si je demandais la nationalité polonaise. La fédération polonaise est hyper chaude à l'idée de le recruter dans la sélection nationale. Et voilà, et ça se fait rapidement. Le 17 avril 2008, il reçoit la nationalité polonaise. Il fait ses débuts sous les couleurs polonaises. Et en juin pendant l'Euro, il marque le premier but de l'histoire de la Pologne dans la compétition. Le Portugal, j'aurais clairement pu aller sur l'Euro 2016, mais voilà, je vais encore me répéter. Donc, on va changer un petit peu, on va passer à l'Euro 2004, année où ils ont fini en finale, avec une défaite plutôt douloureuse face à la Grèce. Mais lors de ce parcours, il y a un match qui a particulièrement marqué tout le monde et qui est rentré dans la légende, c'est le quart de finale face aux Anglais. Match de fou, des équipes légendaires, 2-2 après les prolongations. Séance de tir au but, bien sûr que les Anglais allaient perdre, de toute manière ils perdent tout le temps au penalty. C'est le fameux penalty que je vous ai montré tout à l'heure de Beckham qui tire sur la lune. Sauf que c'est pas tout, parce que Rui Costa, côté portugais, il rate aussi son tir au but. Les deux équipes sont à égalité, plus personne ne rate, et la pression elle commence à monter à un point que voilà, on en arrive au 5e ou au 6e tireur, et celui qui rate en gros a perdu. Postiga pose le ballon, se présente devant le portier anglais et bim, il nous lâche normal une panenka. Alors que là, le niveau de stress, il est genre au maximum. Avec ce geste, il a tellement fait peur au portugais que son père a fait un malaise cardiaque devant la télé. Heureusement, c'était juste un petit truc, il va très bien, il s'en est bien remis. Mais pour vous dire à quel point la pression, elle était forte. Maintenant que vous connaissez le contexte, dites-vous que Ricardo, le gardien portugais, à ce moment-là, vu qu'il est désespéré de pas arrêter de penalty, il prend ses gants, il les enlève, et il décide de jouer sans gants quoi. Et c'est comme ça qu'à main nue, il va arrêter le penalty anglais. Le Portugal prend l'avantage, c'est déjà exceptionnel. Il faut qu'il marque le dernier penalty. Et c'est Ricardo qui va clairement poser le ballon, allumer James et envoyer le Portugal en demi-finale sans ses gants. Tout est normal. La République tchèque, c'est la seule équipe à avoir marqué un but en argent dans l'histoire d'une compétition internationale. Et oui, j'ai dit but en argent à ne pas confondre avec but en or. Ça, c'est le truc de Trezeguet. Alors, autant la règle du but en or, je la trouve exceptionnelle. Hein, la première équipe qui marque a gagné. Autant celle du but en argent, excusez-moi, mais c'est à chier. Il fallait que l'une des deux équipes mène au score au terme de la première période de la prolongation pour remporter le match. Genre, du coup, si quelqu'un marquait en prolongation, le match s'arrêtait à la 105e minute. Au lieu d'aller jusqu'à 120. C'est vraiment éclaté et c'est pour ça que cette règle n'a duré que 2 ans. Et il y a eu un seul match où il y a eu un but en argent, c'était à l'Euro 2004, lors de la demi-finale entre la Tchécoslovaquie et la Grèce. Et c'est bien un Tchécoslovaque qui a marqué le but en argent contre son camp. Il a envoyé la Grèce en finale avec le but en argent. Voilà. La Roumanie, les amis, vous m'avez pas facilité la tâche, hein. J'ai voulu raconter pas mal de choses sur vous à l'Euro, sauf que c'est que des petites histoires, voilà, et je voulais un truc vraiment intéressant. Donc je suis parti du principe que la période phare de la Roumanie, c'est les années 90. 8ème de finale à la Coupe du Monde 90, quart de finale à la Coupe du Monde 94, premier tour à l'Euro 96. Il y avait clairement une vibe à l'époque autour de cette équipe qui était pilotée par George Hagi. Et je vais faire une petite exception, je vais vous raconter un truc sur cette équipe qui s'est passée à la Coupe du Monde 98 et pas à l'Euro. Et voilà, de toute manière, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ça, donc, c'est l'équipe roumaine à la Coupe du Monde 1998. Et je sais pas vous, mais moi, voilà, il y a un truc qui me choque sur cette photo. Ils ont tous la même couleur de cheveux. Ils se sont décolorés les cheveux à la javel. Ne faites jamais ça chez vous. Ça a été horrible pour certains joueurs. Les dégâts que ça doit faire à ton crâne, mais c'est terrible. Vous avez peut-être pas vu passer l'info, mais la Serbie a menacé de quitter l'Euro 2024 en plein tournoi. Mais pourquoi, vous allez me dire? Ben parce que voilà, l'histoire de la Serbie, c'est assez compliqué. Cette année, c'est leur toute première participation de leur histoire. Enfin, techniquement, hein, parce qu'ils ont déjà joué l'Euro via la Yougoslavie, via la Serbie et Monténégro, mais jamais en tant que nation totalement indépendante. Et la Yougoslavie, c'est un pays avec une histoire très complexe, hein, qui a existé entre 1929 et 2003, qui a beaucoup évolué à travers le temps et qui a fini par se dissoudre assez violemment dans les années 90. Et à une époque, le pays
pays comprenait quand même la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie, auquel on peut rajouter le Kosovo qui, même s'il n'est pas reconnu officiellement, possède aujourd'hui sa propre sélection nationale. De quoi créer une équipe de folie et aussi avoir un lourd passé en raison des nombreux conflits qui ont fini par diviser le pays. La première semaine de la compétition a été marquée par plusieurs incidents justement autour de tout ça. Il y a un journaliste kosovar qui allait provoquer le public serbe et il y a surtout les supporters de la Croatie et de l'Albanie qui ont chanté en chœur. Évidemment, c'est pas trop passé auprès de la fédération serbe. Ils ont donc menacé de quitter l'Euro et au final, ils ont terminé la compétition en étant éliminés sur le terrain. La Slovaquie, on vient d'en parler il y a quelques minutes. Avant, c'était la Tchécoslovaquie. On parlait il y a quelques secondes de Panenka. Et ben, ce geste, c'est un Tchécoslovaque qui l'a inventé. Monsieur Panenka, c'est lui. Et en finale de l'Euro 76 face à l'Allemagne de l'Ouest, et ben, il y a 2-2 à la fin des prolongations. Les deux équipes vont au tir au but. Et Monsieur Panenka en a rêvé. Il décide de réaliser un geste dont lui seul a le secret. Il le travaille déjà depuis quelques temps de son côté. Et il décide de le mettre en action. Il frappe la balle qui rentre tout doucement dans les filets. Un geste qui surprend le gardien, qui surprend tous les gens qui l'ont vu. La Tchécoslovaquie remporte l'Euro. Et tout le monde ne parle que de ce moment-là. Même le roi Pelé va dire que c'est un génie d'avoir fait ça. La Slovénie, elle aussi, on vient d'en parler à travers la Yougoslavie. Et lors de l'Euro 2000, donc la Yougoslavie, elle existe toujours, via la Serbie et Monténégro, entre autres. Elle tombe dans le groupe de la Slovénie et au premier match, les deux pays s'affrontent. Et vous voyez bien que là aussi, les enjeux, ils vont bien au-delà du sport. Les Slovènes ont pris leur indépendance 9 ans plus tôt, et ils ont bien envie, voilà, d'aller gagner le match, surtout que, bon, tout le monde se fout un peu de leur gueule, c'est un pays de skieurs, et le foot, bon, voilà, ils y jouent vite fait, quoi. Au bout d'une heure dans le match, la Slovénie mène 3-0, et joue à 11 contre 10. Là, je peux vous dire que ça a calmé beaucoup de monde. Malheureusement pour eux, à la fin du match, il y aura bien 3 partout. La Slovénie sera éliminée en phase de poule, les Yougoslaves en quart de finale, mais à partir de ce moment-là, je peux vous dire qu'on les a respectés. Si je te dis Euro plus Suisse, tu penses directement à Shaqiri. Le mec qui marque dans toutes les compétitions internationales, il a marqué dans les 3 dernières Coupes du Monde, dans les 3 derniers Euros. Il est tout le temps là, voilà, c'est comme si je te dis Coupe du Monde Mexique, tu dis Ochoa, forcément. Maintenant, parlons un petit peu statistiques. La Suisse, sans Shaqiri, c'est 3 participations à l'Euro, éliminées à chaque fois au premier tour. La Suisse avec Shaqiri, c'est 3 participations à l'Euro, un 8e, un quart. Et là, un 8e de finale face à l'Italie, où je serai au stade d'ailleurs, je sais même pas si le match sera fini au moment où sort la vidéo, au cas où. L'apport dans cette équipe est phénoménal. 5 buts dans des euros, meilleur buteur de la Suisse dans la compétition, 6 défaites à l'Euro sans Shaqiri, et depuis qu'il est là, une seule défaite. La Suisse n'a perdu qu'un seul match lors des 3 derniers euros. Cette stat, elle fait bugger mon cerveau. Avant-dernière équipe, la Turquie. Et quand je dis Turquie, il faut forcément parler de l'Euro 2008. Non, parce que le mot remontada, voilà, il a été popularisé en 2016 par un match que vous connaissez tous. Mais les Turcs, ils avaient déjà fait ce concept un petit peu différemment. Eux, ils avaient fait un Euro tout en remontada, tous les matchs. Premier match de l'Euro 2008, ils prennent 2-0 face au Portugal. Voilà, ils sont un petit peu mal embarqués, mais vas-y, il y a encore de l'espoir. Deuxième match, ils perdent face à la Suisse. Ils sont quasi éliminés, mais ils finissent par égaliser. Et à la 90e minute, Arda Turan marque le but de la victoire. Troisième et dernier match, ils doivent à tout prix gagner face à la République tchèque. Ils perdent 2-0. 75e minute, but 2-1. 87e minute, but 2-2. 89e minute, but 3-2. C'est du délire, ils finissent deuxième du groupe, ils se qualifient mais vraiment sur le fil. En quart de finale, ils rencontrent la Croatie. 0-0 score final, on va aux prolongations. Et les Croates, les amis, ils marquent à la 119e minute. Le but à la toute fin du match qui fait exulter tout un pays, tout le banc est sur le terrain, vraiment ils célèbrent la qualif en demi quoi. La Turquie est allée marquer le but de l'égalisation à la 121e minute. C'est impossible de les éliminer et ils vont gagner au tir au but. Forcément, les Croates, après, c'est un coup de massue là qu'ils ont pris. C'est bon, ça va finir par s'arrêter. En demi-finale, ils tombent face à l'Allemagne. Ils vont pas faire pareil. L'Allemagne mène 2-1 à la 86e minute. But de la Turquie. De partout, on se dit que ça y est, là, c'est bon, c'est fini. Et oui, pour le coup, ça sera fini. Les Allemands vont remarquer un 3e but et éliminer les Turcs. Mais honnêtement, s'ils arrivent à aller en finale ou aller au bout avec cette histoire, ça se tape peut-être avec l'histoire du Danemark.
Et il est temps de terminer la vidéo par ce dernier pays, l'Ukraine. Regardez bien cette photo parce que normalement personne n'est capable de reconnaître cette équipe. Ça se passe lors de l'Euro 92. L'URSS est qualifié pour le tournoi, sauf qu'entre temps, le pays a disparu. La communauté des États indépendants est créée et va jouer en remplacement de l'URSS, une nouvelle équipe qui n'existera que durant quelques mois, le temps de terminer la saison en cours et de disputer l'Euro. Ça regroupe quasiment tous les pays qui faisaient partie de l'URSS et c'est un Ukrainien qui va entraîner l'équipe. Malheureusement pour eux, ils termineront dernier du groupe pour leur seule participation. Les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et puis voilà, vous me régalez, merci pour les retours sur les dernières vidéos, je me régale. Merci beaucoup à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas qu'avec le lien en description, vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts sur votre abonnement. C'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en simultané, de quoi surfer tranquillement sur le web. Merci à tous, moi je vous dis à très vite sur la chaîne, ciao!